Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Participation du président Guelleh à un sommet virtuel du niveau partenariat pour le développement en Afrique. Première étape de la tournée régionale du président de l'Assemblée nationale dans la région de l'Unité. Aux nouvelles mondiales, à Gaza, des frappes israéliennes font au moins 100 morts et des centaines de blessés. Les détails dans cette édition de 22 heures. Mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce mardi après-midi par visioconférence au travail d'un sommet du nouveau partenariat pour le développement en Afrique. Le NEPAD et l'assistance en charge au sein de l'Union africaine de la promotion de la croissance et du développement durable, de l'éradication de la pauvreté généralisée et de la mise en œuvre de l'insertion efficiente du continent dans le processus de mondialisation. Ce sommet en plénière du NEPAD intervient en prélude à la 37e réunion ordinaire de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Outre le compte-rendu général des activités menées par l'institution panafricaine sur le laps de la dernière année, son ordre du jour principal a entre autres été dévolu à l'annonce de la mise en place du structure de représentation du NEPAD au sein de ses pays membres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathi Jamaoudine, ont pris part à la participation du président de la République à cet événement. Autre actualité à la une de ce journal, ce lundi 12 février a marqué le début de la tournée régionale du président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, sous le thème « Participation citoyenne ». Cette tournée vise à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions et à favoriser un développement inclusif à travers les régions du pays. La première étape de cette tournée a conduit le président de l'Assemblée nationale et son bureau exécutif à Dikil, la région de l'Unité. L'accueil réservé à la délégation parlementaire dans le chef-lieu de Dikil a été des plus chaleureux, marqué par des danses folkloriques et une effervescence festive. À l'esplanade de la préfecture, la délégation a été accueillie par le préfet de la région de l'Unité, M. Hassan Abdiroble, et le président du conseil régional, M. Mad Hussein Hassan, accompagné des députés représentant la région. Les autorités civiles, militaires, coutumières et religieuses étaient également présentes pour témoigner de leur soutien à cette initiative. Les habitants des Dikil se sont massivement rassemblés pour exprimer leur enthousiasme, scandant des slogans tels que « Vive Dileita » et « Bienvenue à Dikil », illustrant ainsi leur engagement vers le développement de cette région. Dans un climat empreint de convivialité, des échanges ont eu lieu à la résidence du préfet entre M. Mohamed Dileita Mohamed et les hôtes locaux, soulignant l'importance de ces visites pour la région. La délégation s'est ensuite dirigée vers le conseil régional de Dikil où un accueil tout aussi chaleureux attendait le président de l'Assemblée nationale et ses équipes. La tournée participation citoyenne s'annonce comme une opportunité précieuse pour renforcer les liens entre les citoyens et les institutions, ouvrant ainsi la voie à une collaboration fructueuse et à un développement. Dans son mot, le président de l'Assemblée nationale, honorable M. Dileita Mohamed Dileita, a remercié chaleureusement les autorités locales, la population dikiloise pour son accueil grandiose. Il a expliqué également que le choix de commencer cette tournée dans les régions de l'intérieur par la région de Dikil était significatif. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que la région des Dikil a témoigné de l'unité nationale symbolisée par la richesse culturelle et la diversité de cette région.
Dans l'Assemblée nationale, il y a 11 députés membres de parlementaires. Cette tournée vise à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions, mais aussi à favoriser un développement inclusif à travers les régions du pays. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré les autorités locales, les Aukal, les femmes et les jeunes de la région des Dikil. Les députés agissent comme l'intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique. Il a eu l'occasion de soulever diverses doléances, parmi lesquelles la situation des routes dans la région du Dikil. Toujours dans ce même sillage de la tournée régionale, au siège des Sages, une rencontre emblématique s'est déroulée entre la population diversifiée de Dikil et l'honorable Dileta Mohamed Dileta, entouré de son bureau exécutif et des dignitaires locaux. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, cette rencontre a marqué une première prise de contact fructueuse entre les parlementaires et les citoyens en présence du préfet et du président du conseil régional. L'événement a débuté par le mot de bienvenue du préfet de Dikil, adressé à son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta et à sa délégation, suivi de chaleureux remerciements à la ville de Dikil pour son accueil grandiose. Les Aukal, femmes et jeunes, ont ensuite pris la parole pour exprimer leur gratitude et souligner l'importance de cette initiative. Honorable Dileta Mohamed Dileta a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers les habitants de cette région, témoignant de l'unité nationale, symbolisée par la richesse culturelle, soulignant également l'importance de cette région en tant que creuset de ses diversités. Il a expliqué que le choix de commencer cette tournée dans la région de l'intérieur par Dikil était significatif. Par la suite, des visites guidées ont été organisées à l'usine d'eau minérale Okar, au lycée général de Dikil et au jardin du respectable Jama' Guedi, mettant en lumière les réalisations et les activités dans le domaine de l'agroélevage de la région de Dikil. gacal baynu nahay walaalan kala jarmay jihaadi midnimaanu nahay jannadii ifkaay dakhiilay jawi macaani. Monsieur Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a eu l'opportunité de rencontrer dans l'après-midi les Aukal et les chefs coutumiers de la région. Cette rencontre qui s'est tenue dans la résidence du préfet en présence des autorités locales et des parlementaires représentant cette même région. Au cours de cette réunion, les participants ont eu l'occasion de soulever diverses doléances, parmi lesquelles le chômage, la dégradation des routes, ainsi que l'installation des réseaux Internet dans certaines localités et d'autres enjeux cruciaux pour le développement local. M. Dileta Mohamed Dileta, dans le cadre de sa tournée régionale, a souligné l'importance des prises de contact avec les citoyens et la collecte de leurs doléances comme étant les objectifs primordiaux de cette initiative. Il a assuré ainsi que toutes les recommandations et doléances exprimées lors de ces rencontres seront soigneusement notées et prises en considération. Par la suite, la délégation s'est rendue au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, connue dans son acronyme l'UNFD de Dikil, où une rencontre avec les femmes de la région a eu lieu. À cette occasion également, des doléances ont été soumises, témoignant de l'engagement du président de l'Assemblée nationale à écouter et à répondre aux préoccupations de tous les segments de la société. On revient dans la capitale Djibouti-Ville à présent, où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en collaboration avec le Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies, a organisé la seconde partie de l'atelier sous-régional de droit international des Nations Unies pour les pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Cet atelier de formation va durer du 13 au 15 février 2024 au Kempinski Palace. Cet atelier, qui a été présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a vu la participation du secrétaire général adjoint et le conseiller juridique des Nations Unies. Une initiative qui était destinée aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères concernés des pays francophones de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, comme des pays frères et amis venus du Burundi, de la France, du Madagascar, de l'île Maurice, du Sénégal et des Seychelles.
Cet atelier de formation favorise par ailleurs une meilleure gestion des conflits internationaux et une coopération efficace entre les nations contribuant à une meilleure promotion de la paix, de la justice et des droits humains à l'échelle mondiale. Et demeure incontestablement parmi les efforts les plus notables et notoires des Nations Unies. Il convient de souligner que l'organisation déploie quotidiennement une vaste gamme d'activités dans le monde entier pour améliorer la vie des individus et des populations. Ces initiatives englobent des domaines variés tels que l'éducation, la lutte contre les changements climatiques, la promotion de l'égalité des sexes, le respect des droits de l'homme ou encore, et parmi tant d'autres initiatives essentielles, la protection de la biodiversité. Les Nations Unies ont érigé le droit international comme pierre angulaire de ces activités, tout en facilitant et en soutenant le débat, l'élaboration et l'interprétation de ce droit par ses États membres. Au cours des 7 dernières décennies, les États convoqués et rassemblés au sein des Nations Unies ont permis de réaliser des avancées majeures dans le développement du droit international sous toutes ses facettes. On écoute à présent le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a souligné l'importance des efforts déployés par le Bureau en vue de sa contribution à la promotion et à la diffusion du droit international. Cet atelier, organisé par le Bureau des Affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies et que Djibouti a l'honneur d'abriter, n'est pas le premier du genre. La première édition avait eu lieu à Dakar l'an dernier. Au-delà de l'aspect formation, les objectifs recherchés à travers ce type de rencontre sont à mon sens multiples. La compréhension des normes, des principes du droit et leur applicabilité permettent certainement une meilleure gestion des crises et des conflits pour peu que les États signataires de ces instruments juridiques les respectent. Il va sans dire aujourd'hui que le monde connaît des profondes mutations et engendre des défis qui ébranlent les constantes et les fondements du droit international. Une interrogation légitime s'oppose au regard des violations du droit commis par certains pays qui disposent des leviers pour le faire appliquer. La paix à travers le monde et la sécurité pour tous les citoyens du monde ne peut souffrir du 2 poids 2 mesures et parfois de l'indifférence criminelle. Je ne suis pas juriste. Je sais que vous, en tant que spécialiste du droit, vous allez certainement vous concentrer sur beaucoup d'aspects de ce droit international. Mais j'ai quand même voulu ce matin exprimer un certain nombre, je dirais, de sentiments par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Et il est important de faire, je dirais, un distinguo entre le droit et son application. Parce que souvent, ce qui fait défaut, c'est la mise en œuvre de ce droit. Si on décrète la fin du droit, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez comme moi, les sociétés humaines sont gérées par le droit, sont régulées par le droit. Et l'absence du droit crée une situation, comme vous le savez, comme le disait hier le secrétaire général adjoint, quand il n'y a pas d'ordre, il y a des ordres. Et j'irai plus loin en disant que quand il n'y a pas le droit n'est pas appliqué, c'est plutôt l'anarchie qui s'installe. La délégation conduite par la ministre somalienne de l'Environnement et au changement climatique, Mme Khadija Mohamed, a été chaleureusement accueillie par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa, en présence de ses proches collaborateurs. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le secrétaire général du ministère, M. Dini Abdallah Omar, et le conseiller technique du ministre, M. Aden Hassan. Une rencontre qui a été l'occasion d'échanger sur les voies et moyens de renforcer les liens privilégiés de coopération entre les deux pays. Au cours de cet entretien, les deux ministres en charge de l'environnement ont abordé plusieurs points d'intérêt communs, tels que le partage des bonnes pratiques, le renforcement de la coordination régionale et la promotion du développement durable. Notons que l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, M. Mohamed Ibrahim, a pris part à cette réunion élargie entre les deux départements.
La ministre somalienne de l'Environnement a devant nos micros remercié le ministre de l'Environnement et le ministre de la Culture pour leur accueil chaleureux réservé à elle et à l'ensemble de sa délégation. La visite de la délégation somalienne en terre djiboutienne marque une étape significative dans les relations bilatérales entre les deux pays. Ensuite, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence, M. Redouane Abdullahi Bahdon, a accueilli hier lundi dans la station d'atterrissage des câbles sous-marins de Djibouti et du centre des données de Djibouti à Aramous, le directeur général de Smart Africa, M. Koné. Accompagné par la directrice des infrastructures numériques et de renforcement des capacités auprès du secrétariat Smart Africa, les responsables du Smart Africa ont eu une première discussion avec le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Était au centre des discussions, de ces discussions, les infrastructures des câbles sous-marins de Djibouti, les enjeux de la connectivité dans la région ainsi que la vision et les objectifs du secteur des technologies d'information et de communication à Djibouti. Après cette prompte entrevue, le directeur de Smart Africa a entrepris une visite guidée dans la station d'atterrissage des câbles sous-marins où ils ont été accueillis par le directeur général de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assoui Bouh. Ils ont pu assister à cette occasion à un exposé sur les nouveaux pôles d'expansion commerciale de l'opérateur national. Les deux responsables sont imprégnés de l'avancée de ces infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional de télécommunications en termes de connectivité internationale et régionale. Lors de cette visite, le ministre de la Communication a rappelé devant ses hôtes la position géographique de Djibouti en tant que plateforme de technologie régionale et un nœud de transit international de câbles sous-marins au centre du monde arabe et du carrefour de l'Orient, de l'Occident, de l'Afrique et de l'Asie. Il a entre autres insisté que la République de Djibouti a été chargée de développer l'infrastructure et la capacité de stockage et de traitement des données en Afrique au sein de l'Alliance Smart Africa. Le ministre de la Communication a rappelé également que Djibouti a entrepris depuis quelques années le développement d'un projet qui donnera naissance à 3 data centers, un parc de data centers présentant les meilleurs standards en termes de fiabilité de fonctionnement, de sécurisation physique et de connectivité, de modulation et de performance énergétique. La ministre de l'économie numérique et de l'innovation, son Excellence Mme Mariam Hamadou Ali, a reçu ce lundi dans son cabinet une délégation, la même délégation de Smart Africa, conduite toujours par son directeur général, M. Koné. La visite s'inscrit dans le cadre du lancement de l'Académie numérique SADA, une initiative de renforcement des compétences numériques en Afrique. Cette Académie numérique SADA est une branche de Smart Africa, une alliance de 39 pays africains qui s'engage à accélérer le développement socio-économique durable du continent à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et l'accès au haut débit. SADA vise à promouvoir les compétences numériques en Afrique en offrant des formations en ligne, des certifications, des bourses, des stages, des mentorats et des opportunités d'emploi dans le secteur numérique. Le directeur général de Smart Africa a remercié la ministre pour son accueil et sa collaboration. Il a présenté les objectifs et les activités de Smart Africa ainsi que les avantages de l'Académie numérique SADA. De Smart Africa là, parce que aujourd'hui en Afrique, il ne s'agit pas, comme on dit, de voir les pays enclavés, comme on le dit, de landlock, on ne voit pas ça, mais c'est de landlink. Et quand les pays connectés, quand on regarde avec un nombre de câbles de sous-marins qui passent ici, je ne sais pas, 9 ou 10 ou bien 11, je ne sais pas, 11 aujourd'hui, et nous, on ne regarde pas Djibouti par rapport à 1 million de population. Nous, on regarde Djibouti par rapport à 380 millions de population de Comesa. Pour sa part, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation a salué le partenariat avec Smart Africa et a affirmé la volonté du gouvernement djiboutien de soutenir l'initiative SADA. Nous avons 4 projets ensemble. Le premier projet, c'est le projet de stratégie, schéma directeur continental, juste en tant que pays, on le porte pour le continent, et qui aujourd'hui est presque finalisé, que j'aurai l'opportunité de présenter au Conseil des ministres à la fin du mois. Et notre programme, que je remercie au passage, on aura l'occasion de développer encore plus SADA, qui est très attendu à Djibouti parce que la jeunesse est attentive à la formation, à l'administration, les décideurs politiques. Et on va essayer de travailler
je vois que la responsable est avec vous de ce programme SADA. On va être vraiment très actifs pour soumettre des requêtes et des doléances pour opérationnaliser un peu cette académie. L'opportunité de lancer. Nous avons un autre projet HP avec Claude Fédéré. J'ai appris par la suite que vous étiez en contact avec l'autorité de régulation qui a apprécié l'appui que vous apportez et que nous, on va essayer aussi de nous intéresser un peu parce que j'ai compris que c'était des indicateurs et ça va aussi permettre au ministère de recenser un peu ces différents indicateurs. On a un projet avec la Banque mondiale, DECA, qui est en cours de finalisation. Nous avons identifié un certain nombre d'indicateurs qui nous permettra aussi de positionner aujourd'hui les différents institutions comme l'IIT qui définit les index n'ont pas la formation sur Djibouti. Et notre mission, c'est de ramasser un peu, recenser ces indicateurs pour un peu montrer l'évolution que Djibouti connaît dans la TIC et dans la transformation numérique. Le dimanche 11 février 2024, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, connu dans son acronyme CLÉ, a abrité la cérémonie de lancement de l'Académie numérique de Djibouti, baptisée SADA. Il s'agit d'une plateforme de formation en ligne qui vise à développer les compétences numériques des jeunes, des entrepreneurs, des enseignants, des cadres et des fonctionnaires. SADA est une initiative de Smart Africa qui vise à créer un réseau d'académies numériques nationales en Afrique pour former les acteurs du numérique et accélérer le développement du continent. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Dr Nabil Mohamed, de la représentante résidente du PNUD et du directeur général de Smart Africa, M. Kone. Cette cérémonie s'est achevée par une visite des locaux du CLÉ où les participants ont pu découvrir les différents espaces dédiés aux porteurs de projets, notamment à l'espace du coworking. En plus d'être le deuxième continent le plus peuplé du monde après l'Asie, l'Afrique possède également la population la plus jeune, avec plus de 1,3 milliard d'habitants sur le continent. Cet avenir numérique nous montre que 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030, selon les estimations de la Banque mondiale. En outre, des enquêtes montrent et démontrent que les compétences numériques sont aujourd'hui très demandées et que des compétences numériques de base sont requises au moins pour entrer sur le marché du travail. Nous devons alors agir rapidement pour préparer nos jeunes, nos citoyens à cet avenir afin de garantir qu'ils répondent non seulement à la demande de compétences, mais qu'ils créent également les opportunités nécessaires à un développement socio-économique réussi à travers le continent. On écoute le discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed. Mesdames et messieurs, je ressens une immense fierté. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous sommes très intéressés par la formation, d'autant plus que nous essayons dans nos curriculums d'introduire le numérique et de mettre comme une priorité à travers les centres d'excellence, mais également dans toutes les formations professionnalisantes. Il me plaît toujours de répéter la même phrase et sans complexe. On voudrait d'une Afrique décomplexée, dans le sens où aujourd'hui l'outil numérique, qu'on soit à Harvard ou à l'université de Djibouti, à Moulouhlé ou à Lissabié, les jeunes utilisent les mêmes outils, le téléphone, utilisent le même langage. Donc je pense que nous n'avons aucun frein qui nous empêche de croire que nous pouvons utiliser le numérique et aller de l'avant et en faire une priorité et en faire également un outil de développement économique et social dans nos économies.
Madame la ministre, je vous félicite pour cette initiative de lancement de l'Académie. Je la vois comme une tête de pont par rapport à toutes ces initiatives, qu'elles soient dans le public, dans le privé, dans les universités, effectivement, et comment on peut réunir tout ce monde-là à travers d'idées qui puissent nous permettre de mettre en avant un certain nombre de projets qui puissent surtout optimiser nos investissements. Je prends un exemple. Nous avons beaucoup investi, on s'est même endetté dans des infrastructures portuaires qui sont aujourd'hui, je dirais, enviées et opérationnelles. Mais quelle différence l'Afrique peut avoir par rapport à ces méga-projets, par rapport à des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous et qui ont surtout des moyens financiers que nous n'avons pas. Et je pense que ce gap peut être rapidement fermé ou atteint par l'utilisation du numérique qui est les micro-infrastructures qui permettent très rapidement d'avoir des outils de décision et surtout optimiser toutes ces infrastructures. Ensuite, pour sa part, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation a souligné l'importance de la formation au métier du numérique. Voici ses dires. Je ressens une immense fierté en marquant le début tant attendu de l'Académie numérique de Djibouti, baptisée Smart Africa Digital Academy, SADA. Cette initiative visionnaire s'annonce comme une force motrice qui transformera les paysages éducatifs et professionnels de notre cher pays. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères félicitations à Smart Africa et à son directeur général, Lassina Koné, pour leur partenariat solide et leur soutien inestimable dans la réalisation de cette initiative. Cette collaboration met en lumière la puissance et la valeur des alliances internationales dans la réalisation de nos objectifs communs, développement et de progrès. L'Académie numérique de Djibouti symbolise notre engagement envers l'avenir et la détermination à préparer notre population aux défis du XXIe siècle. Dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté, il est impératif que nous investissions dans le développement des compétences numériques à tous les niveaux de la société. C'est la clé pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans cette ère de transformation numérique. Je tiens à saluer la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, soulignant ainsi la nécessité d'une coordination étroite entre nos institutions pour renforcer les compétences numériques de nos jeunes, les dotant ainsi des outils nécessaires pour prospérer dans cette nouvelle économie. Dans un avenir très proche, près de 230 millions d'emplois sur le continent nécessiteront un certain niveau de compétences numériques, avec 20 millions de jeunes sur le marché du travail chaque année. Au cours des 2 prochaines décennies, nous reconnaissons ces défis importants. Néanmoins, nous les percevons également comme une opportunité de transformation pour le continent. C'est dans ce contexte particulier que nous procédons aujourd'hui à la signature de l'accord établissant l'Académie nationale numérique Djibouti SADA, renforçant ainsi davantage notre collaboration avec Smart Africa. Toujours dans l'actualité nationale, aujourd'hui, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a eu l'honneur d'accueillir une délégation des diplomates dirigée par M. Djaro, sous-secrétaire d'État au commerce international au ministère des Affaires étrangères de la République du Finlande. En effet, ces délégations de haut niveau étaient composées des ambassadeurs de la Finlande en Éthiopie, la Mozambique, Zambie, Algérie, Afrique du Sud, Maroc, le Sénégal, le Kenya, Namibie, la Tanzanie, Nigeria ainsi que la consule honoraire à Djibouti. Cette délégation, intéressée par une coopération axée sur le système du guichet unique, a effectué une visite au port du SGTD, le DMP et le DIVT, afin de se familiariser avec le développement des infrastructures portières de Djibouti. Ils ont aussi assisté à une présentation sur la position stratégique de Djibouti et ses potentiels économiques. Au cours de cette présentation, les discussions ont porté sur des sujets tels que le système DPCS, le transport mer-air, le shipbuilding, l'intégration régionale et les possibilités de relations commerciales entre Djibouti et la Finlande. Ce concept de transport mer-air, une fois étendu vers l'Europe, permettre de desservir plusieurs autres pays de l'Europe
Il convient de noter que le DPCS est une plateforme de soumission unique pour toute la documentation liée aux importations, exportations et marchandises en transit. Le modèle de transport mer-air permet l'acheminement des marchandises à haute valeur ajoutée d'Asie jusqu'à Djibouti par voie maritime et aérienne jusqu'à la destination finale. Cette synergie réduit les coûts et les délais de transport de moitié. À l'instar de Djibouti, la Finlande, avec sa vaste façade maritime et sa situation stratégique, offre de nombreuses opportunités pour les activités maritimes, la plaçant en tant qu'acteur clé dans l'industrie mondiale du transport maritime avec 6 ports majeurs. Dans le port d'Helsinki, la Finlande s'est établie comme un hub essentiel pour le trafic commercial et passager dans la région. L'autorité des ports et des zones franches de Djibouti se réjouit du succès de cette visite des diplomates finlandais, guidés par M. Jaro, sous-secrétaire d'État au commerce international au ministère des Affaires étrangères de la République du Finlande. Communiqué de ce journal, un boutre a fait naufrage au large du Rasbir avec sa cargaison. Une grande quantité de la marchandise est rejetée sur le long de la côte par la mer. Aussi, le ministère des Infrastructures et de l'Équipement et le ministère de l'Environnement et du Développement durable souhaitent attirer l'attention de la population côtière de ne pas collecter ces produits. Certaines marchandises peuvent présenter des dangers à la santé humaine. Ensuite, dans le prolongement de ces programmes sociaux visant à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la société, l'ONG Al-Rahma de l'État du Koweït, représentée par son bureau régional à Djibouti, a lancé la distribution des parrainages des orphelins. Cette cérémonie de la distribution de cette aide financière a eu lieu dans la salle du concert du complexe Al-Rahma, en présence du chef du secteur Afrique de l'ONG Al-Rahma, M. Youssouf Al-Tawil, du directeur du bureau régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, M. Abdul Ghani Al-Qureishi, de l'attaché diplomatique de l'ambassade de l'État de Koweït à Djibouti. A également participé à cet événement qui a été régulièrement organisé par l'ONG Al-Rahma en coopération le directeur des projets, M. Elmi Youssouf, le superviseur du projet, M. Khalid, ainsi que le directeur général du Douane et Zakat, M. Suleiman Hussein. En tout, 2500 orphelins et familles ont bénéficié de ce versement, dont 500 orphelins qui bénéficient d'un parrainage global dans des complexes à Rahma à Djibouti, 2000 orphelins qui bénéficient d'un parrainage partiel en plus des 150 familles pauvres. Il convient de noter que depuis sa création, la société Al-Rahma International s'intéresse aux familles à faible revenu à travers des projets de développement durable qui contribuent au développement humain à travers la construction des complexes d'écoles, d'orphelinats, d'hôpitaux et des centres de mémorisation du Coran al-Karim. Le chef du secteur Afrique de l'ONG Al-Rahma, M. Youssouf Al-Tawil, a souligné que le bureau régional de son organisation mène de nombreuses activités et programmes ces jours-ci, en conjonction avec la célébration des fêtes nationales de l'État frère du Koweït. Il a saisi cette opportunité pour saluer les solides relations fraternelles entre la République de Djibouti et l'État du Koweït, indiquant par la même occasion la volonté de l'ONG Al-Rahma de contribuer efficacement aux efforts déployés par les autorités djiboutiennes pour améliorer les conditions de vie des groupes les plus nécessiteux. En d'autre part, l'ONG Al-Rahma, représentée par son bureau à Djibouti, a distribué 250 paniers alimentaires à des familles pauvres de la commune de Balbala, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. La distribution de cette subvention alimentaire, composée de sucre, riz, farine et huile, a eu lieu à l'entrepôt du tribunal de la Zakat à Balbala, en présence du chef du secteur Afrique, toujours de l'ONG Al-Rahma, M. Youssouf, mais aussi du conseiller technique du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, M. Mahmoud Bileh. Ainsi, mais aussi le directeur général, le directeur régional du bureau de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, M. Abdul Ghani. Les représentants des familles bénéficiaires de cette aide ont exprimé leur grande satisfaction de recevoir ces denrées alimentaires de base, ont également exprimé leur remerciement et leur appréciation au bureau régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et aux donateurs de l'État de Koweït pour ces gentils gestes. Sur la page santé, l'hôpital Al-Rahma a conduit une caravane médicale vers la localité de Demerjouk, dans la région d'Arta, dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services médicaux à la population, en particulier dans les zones reculées.
Cette caravane médicale organisée en coopération et en coordination avec le ministère de la Santé comprenait de nombreuses spécialités, notamment la pédiatrie, la cardiologie, la médecine interne, la neurologie, en plus de la chirurgie et de la gynécologie. Et le nombre de bénéficiaires de consultants médicaux et traitements gratuits atteint ce jour-ci de plus de 720 personnes. Il convient de noter que les convois médicaux sont d'une grande importance pour fournir des soins de santé aux communautés défavorisées et éloignées et jouent un rôle vital dans l'amélioration de la santé et l'élévation du niveau de sensibilisation à la santé. Près de 5 chefs-lieux, 11 localités et sous-localités, ainsi qu'un périple qui a conduit la caravane aux confins du pays. La semaine de la solidarité initiée par le chef de l'État et concrétisée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a touché sa fin. Et à l'occasion de la clôture de cette semaine, pas comme les autres, une réunion de restitution, réalisation et un récapitulatif des activités a eu lieu dans la salle de conférence du Gadile Resort, hôtel de la Ville Blanche, Tadjoura. Une réunion présidée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, son Excellence Mme Oulouf Ismaël Abdo, en présence de ses conseillers et des cadres du MAS et de l'ADDS, ainsi que de plusieurs professionnels de la communication. Durant plusieurs heures, les points essentiels de cette semaine ont été évoqués et revus avec Militi par la chef du département des Solidarités et ses équipes qui ont sillonné à ses côtés le pays tout entier. Une semaine qui a eu énormément d'écho auprès des Djiboutiens et Djiboutiennes de la capitale ou des régions les plus reculées ou inaccessibles du pays. Un événement national dont la couverture médiatique était assurée par une vingtaine de professionnels de la communication sur les ondes de la radiodiffusion et télévision de Djibouti, par la presse écrite ou encore sur les réseaux sociaux. C'est dans la journée du dimanche 11 février 2024, le projet renforcement des infrastructures de base pour l'école communautaire du village Gorgola, dans le but d'améliorer la scolarisation des enfants nomades, particulièrement celle des filles. Le projet du GPAAG, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le financement de l'Union européenne. Cette réunion de coordination a vu la participation du président du conseil régional d'Ali Sabié et le président du COPIL, M. Chamark Hassan Alale, du secrétaire permanent de l'ANCLD, M. Ali Roufa, l'assistant technique international et coordinateur du projet AIMF, M. Flavian Sassé, l'équipe locale de gestion du projet et les responsables des services techniques déconcentrés. Lors de cette réunion de coordination, le président du conseil régional d'Ali Sabié a souligné la vitalité de ces deux projets, mettant en avant l'importance de cette initiative pour la région d'Ali Sabié. Dans le cadre d'une mission de suivi, évaluation intermédiaire de deux projets au niveau de Ali Sabié, dans le cadre du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local, financement Union européenne, mise en œuvre AIMF et ANCLD. On écoute à présent le président du conseil régional d'Ali Sabié, M. Chamark Hassan Alale. Un immense plaisir de prendre la parole lors de cette réunion pour d'abord souhaiter la bienvenue à l'équipe de l'ANCLD, à l'assistant technique et au secrétaire permanent, aux responsables de suivi et évaluation et le responsable de communication pour leur dire soyez les bienvenus au conseil régional d'Ali Sabié. L'importance de ces projets pour les associations qui ont été sélectionnées. Et je tiens à souligner que les deux associations qui ont été retenues dans ces projets-là sont des associations qui sont sérieuses et qui ont fourni un travail sérieux et concret. Donc je tiens à remercier aussi ces associations qui ont fait preuve de professionnalisme, qui ont collaboré avec le conseil régional et les autorités de la région. Donc aujourd'hui, le responsable de suivi et évaluation va nous dire l'état d'avancement des projets. Il va nous dire comment, là où nous sommes et qu'est-ce qu'il reste à faire.
Fait divers de ce journal, le 9 février 2024, à 8 h, un accident matériel de la circulation routière s'est produit sur la RN1, près de l'entrée de la ville de Dikil. En effet, un camion semi-remorque transportait des marchandises en provenance de Djibouti s'est renversé sur son flanc droit au milieu de la chaussée bloquant la circulation routière sur les deux sens. Aussitôt informés, les gendarmes de la brigade de Dikil, renforcés par leurs collègues de la sécurité routière, se sont transportés sur le lieu pour établir un périmètre de sécurité. La circulation a été déviée et les moyens lourds d'intervention ont été dépêchés sur les lieux. La grue élévatrice de la gendarmerie a enlevé le camion de la chaussée. La circulation a repris normalement à partir de 16h30. Je vous emmène à Obok à présent, où l'association Ubuki a annoncé l'inauguration de 2 nouveaux locaux à Obok, réalisés grâce au généreux financement de l'ambassade de France dans le cadre du programme du fonds PISCA. Cet événement marquant a eu lieu le 6 février 2024 en présence de Mme Dana, ambassadrice de France, du président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed, ainsi que du préfet de la région, M. Moussa Adenomigane. L'association œuvre ardemment pour les droits et la protection des femmes, la lutte contre les conditions de vie précaires de la communauté féminine, mais aussi la promotion du développement de la région d'Obok. Ces 2 projets inaugurés comprennent l'implantation du local e-boutique à Obok et le renforcement des capacités du local e-boutique pour mettre en ligne la boutique artisanale virtuelle, une première à Obok. L'association Ubuki est un acteur dynamique et engagé, travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales et la communauté pour mettre en œuvre les priorités du plan de développement régional d'Obok, en accord avec le plan national de développement et le plan quinquennal Djibouti ici. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a mené une série de raids violents contre plusieurs zones de Rafah qui ont tué et blessé des dizaines de Palestiniens, dont des femmes et des enfants. Des bâtiments de la marine israélienne ont également bombardé la ville et ses alentours depuis le littoral. Israël a appelé lundi les agences des Nations Unies à coopérer pour évacuer les civils palestiniens des zones de guerre de la bande de Gaza. Les agences de l'ONU n'ont émis aucun commentaire à ce sujet. Ces derniers jours, les agences des Nations Unies et plusieurs pays ont mis en garde contre les conséquences d'une opération militaire israélienne à Rafah, où se trouvent plus de 1,4 million de Palestiniens déplacés du nord de la bande de Gaza. C'est tout pour ce journal de 22 h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.